L'énigme de Pohnpei. Immense, insondable, l'océan Pacifique garde jalousement les secrets des civilisations englouties. Au cœur de cette immensité bleue, à plus de 4000 km des côtes australiennes, se cache Pohnpei, le fantôme du Pacifique. Pour atteindre cette île, il faut prendre un vol depuis Guam, une île américaine située à près de 1500 km au nord-ouest. Un voyage de 5 heures qui témoigne de l'isolement de Pohnpei. Guam, avec sa base navale et aérienne stratégique, sert de point de connexion avec ce territoire presque oublié du monde. Et c'est là, sur les côtes de Pohnpei, que se dresse une vision qui défie la raison. Des îlots artificiels surgissent des flots, formant une étendue recouverte d'une jungle impénétrable. Des murs cyclopéens se dressent, assemblés avec des blocs de basalte massifs, dont certains pèsent de plusieurs tonnes. Un labyrinthe de canaux qui serpentent entre les ruines, comme une invitation à plonger dans un passé oublié. Ici, le temps semble suspendu. Un silence presque absolu règne, seulement troublé par le cri strident des oiseaux marins et le roulement incessant des vagues. Mais sous cette apparente quiétude, les pierres semblent vibrer d'une énergie étrange, témoignant d'une puissance ancienne, d'un mystère profond et peut-être même de magie. Nan Madol, une cité bâtie par des géants, un portail vers un autre monde, ou le témoignage d'une civilisation plus avancée que ce que l'histoire nous laisse croire. Prêts à explorer les mystères de Nan Madol? Suivons les traces de ce peuple qui a défié les lois de la nature. La découverte de Nan Madol, un choc pour les explorateurs. Au XVIIIe siècle, l'océan Pacifique, vaste étendue d'eau parsemée d'îles mystérieuses, est encore un territoire largement inconnu des Européens. Poussés par la soif de découverte, le désir de nouvelles routes commerciales et l'appât de terres riches en épices et en or, les navigateurs s'aventurent toujours plus loin, bravant les colères de l'océan et les dangers d'un monde inexploré. C'est dans ce contexte d'exploration intense, où la réalité se mêle souvent à la légende, que Nan Madol surgit des flots, tel un mirage, devant les yeux ébahis des premiers explorateurs. En 1773, le capitaine James Cook, célèbre explorateur britannique, à bord de son navire le Résolution, aperçoit au loin, à travers la brume matinale, des structures imposantes sur la côte de l'île de Pohnpei. Intrigué par cette vision inattendue, il ordonne à son équipage de s'approcher. Mais les récifs coralliens, véritables labyrinthes sous-marins, et la violence des courants l'empêchent de débarquer. Frustré, il consigne néanmoins cette observation dans son journal de bord. Une île couverte d'une végétation luxuriante, sur laquelle se dressent des constructions qui semblent défier les lois de la nature. Cook, pressé par le temps et la poursuite de sa mission, ne pourra jamais percer le mystère de Nan Madol. Mais sa découverte, mentionnée dans ses écrits, éveille la curiosité de nombreux autres navigateurs et contribue à alimenter les rumeurs sur l'existence d'une cité perdue au cœur du Pacifique. Les premières tentatives d'exploration de Nan Madol se heurtent à de nombreux obstacles. L'île de Pohnpei, volcanique et montagneuse, est recouverte d'une jungle dense et impénétrable, rendant l'accès à la cité particulièrement difficile. Les sentiers sont rares et périlleux, infestés de moustiques et d'animaux sauvages. Les rivières, gonflées par les pluies tropicales, sont difficiles à traverser. Sur la côte, les courants marins traîtres et les récifs acérés mettent à rude épreuve les navires les plus robustes, causant naufrages et retards. De plus, les habitants de Pohnpei, peu habitués au contact avec les étrangers, se montrent méfiants, voire hostiles, ne facilitant pas la tâche des explorateurs. Malgré tout, les braves explorateurs s'enfonçant dans cette jungle hostile, munis de compas, de cartes rudimentaires et d'armes à feu,
luttant contre une nature impitoyable et la peur de l'inconnu. La découverte de Nan Madol suscita un véritable choc chez les premiers explorateurs. Confrontés à une architecture aussi monumentale qu'inattendue, ils se trouvèrent démunis face à l'ampleur et à la complexité du site. Comment expliquer l'existence de cette cité imposante, avec ses plateformes artificielles, ses murs cyclopéens et son réseau de canaux au milieu de l'océan Pacifique? Qui étaient ces bâtisseurs capables de manipuler d'énormes blocs de basalte, pesant plusieurs tonnes, et de les assembler avec une telle précision? Et dans quel but avaient-ils érigé cette cité hors norme? Faute de réponse scientifique, les premières hypothèses sur l'origine et la fonction de Nan Madol s'appuyèrent largement sur l'imagination, les légendes locales et les mythes qui circulent dans la région. L'isolement de l'île de Pohnpei, les difficultés d'accès au site et le caractère unique de son architecture contribuèrent à alimenter les spéculations les plus folles. Nan Madol devint rapidement un lieu de tous les fantasmes, une sorte d'Atlantide du Pacifique perdue dans les brumes du temps. On l'associa à des civilisations mythiques, à des continents engloutis, à des trésors fabuleux gardés par des créatures surnaturelles. Les explorateurs rapportaient des histoires de géants, de sirènes, de dragons et d'esprits qui hantaient les ruines. Certains prétendaient même que Nan Madol était un portail vers un autre monde, une porte d'entrée vers des dimensions parallèles. L'une des hypothèses les plus répandues était celle d'une origine divine ou magique. Selon les légendes locales, Nan Madol aurait été construite par des dieux, des demi-dieux ou des sorciers dotés de pouvoirs surnaturels. On racontait que les énormes blocs de basalte avaient été transportés par les airs grâce à la magie, ou que la cité avait été érigée en une seule nuit par des esprits invisibles. Ces récits, transmis oralement de génération en génération, trouvaient un écho chez les explorateurs européens, qui étaient eux-mêmes imprégnés de mythes et de croyances héritées de l'Antiquité et du Moyen Âge. Les légendes jouent un rôle essentiel dans la culture pohnpeienne. Elles permettent de transmettre les valeurs, les connaissances et l'histoire du peuple. Dans le cas de Nan Madol, les légendes expliquent non seulement l'origine de la cité, mais aussi sa fonction et son importance dans la vie spirituelle des habitants. Il est important de comprendre ces récits pour appréhender la signification profonde de ce site exceptionnel. D'autres hypothèses, plus rationnelles, furent également avancées. Certains explorateurs pensaient que Nan Madol avait pu être construite par une civilisation disparue, originaire d'un autre continent et dotée de connaissances architecturales et techniques avancées. On évoqua des liens avec l'Égypte ancienne en raison de la présence de structures mégalithiques semblables aux pyramides, avec l'Empire Khmer, dont les temples d'Angkor présentent une complexité architecturale comparable, ou même avec les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud, en s'appuyant sur des similitudes dans les techniques de construction et les motifs décoratifs. Ces théories, bien que séduisantes, ne reposaient sur aucune preuve concrète et furent progressivement remises en question par les premières études archéologiques et anthropologiques. Au fil des expéditions et des recherches, les hypothèses les plus fantaisistes furent progressivement abandonnées. Mais le mystère de Nan Madol resta entier. Qui étaient ces bâtisseurs capables d'un tel exploit architectural? Comment avaient-ils pu extraire, transporter et assembler ces énormes blocs de basalte sans l'aide de machines complexes? Et quel était le véritable but de cette construction monumentale, à la fois cité, forteresse et centre religieux? Autant de questions qui allaient continuer de fasciner et d'intriguer les scientifiques et les historiens, les incitant à explorer plus en profondeur le passé de cette cité unique au monde. L'histoire de Nan Madol, entre science et légende. Nan Madol, une cité perdue dans l'immensité du Pacifique, un lieu enveloppé de mystères et de légendes.
Pour percer ces secrets, il fallait aller au-delà des récits fantastiques des premiers explorateurs, dépasser les spéculations et s'appuyer sur des faits concrets. Au XXe siècle, une nouvelle ère s'ouvrit pour l'île oubliée, celle de l'investigation scientifique. Archéologues, anthropologues, historiens et géologues investirent les îlots, déterminés à révéler l'histoire de cette cité énigmatique. Dans les années 1960, une équipe de l'Université d'Hawaï, dirigée par le professeur William Alkire, entreprit les premières fouilles archéologiques d'envergure. Leurs travaux révélèrent que Nan Madol n'était pas une construction isolée, mais un vaste complexe de plus de 90 îlots artificiels, reliés par un ingénieux réseau de canaux navigables. Chaque îlot, comme une pièce d'un puzzle géant, avait une fonction spécifique. Résidence royale avec ses cours et ses jardins, temple dédié à une divinité, lieu de culte ancestral orné de sculptures, atelier pour la fabrication d'outils et d'armes, tombeau pour les hauts dignitaires. Les archéologues découvrirent également des vestiges de maisons d'habitation, de places publiques où se tenaient les marchés et les cérémonies, de fortifications et d'un système d'irrigation sophistiqué. Tous ces éléments témoignaient d'une organisation sociale complexe et d'une population importante. Grâce à l'analyse au carbone 14, les scientifiques purent établir que la construction de Nan Madol avait débuté vers le XIIIe siècle. Cette datation permit de la situer dans un contexte historique plus précis. Les archéologues confirmèrent également que les énormes blocs de basalte, dont certains pèsent jusqu'à 50 tonnes, provenaient d'une carrière située à l'autre extrémité de l'île. Comment ces mégalithes ont-ils pu être transportés sur une telle distance? L'énigme demeure et fascine toujours les scientifiques. Au fil des fouilles, les archéologues mirent au jour une grande variété d'objets. Des fragments de poterie décorés de motifs géométriques, des outils en obsidienne taillée servant à la pêche, à la chasse et à l'agriculture, des ornements en nacre et en coquillage témoignant d'un certain raffinement esthétique. Ils découvrirent également des ossements humains avec des traces de rituels funéraires, indiquant des pratiques mortuaires complexes, et même des restes d'animaux exotiques comme des perroquets et des cochons, suggérant l'existence de relations commerciales avec des îles lointaines. Ces artefacts, véritables témoins du passé, offrent de précieux renseignements sur la vie quotidienne, les pratiques religieuses, l'organisation sociale et les relations commerciales des habitants de Nan Madol. L'histoire de Nan Madol est étroitement liée à celle de la dynastie Sodler, qui régna sur l'île de Pohnpei du XIIIe au XVIe siècle. Selon la tradition orale pohnpeienne, les Sodler étaient des étrangers venus de l'Ouest, peut-être des navigateurs ayant débarqué sur l'île après un long voyage en mer, guidés par les étoiles et les courants marins. Ils s'imposèrent comme les dirigeants de Pohnpei grâce à leur charisme, leur savoir, leur maîtrise des techniques de navigation et d'agriculture, et peut-être aussi grâce à leur puissance militaire. Ils établirent leur capitale à Nan Madol, qui devint le centre politique, religieux et économique de leur empire, rayonnant sur toute l'île et même au-delà, sur les îles voisines. La dynastie Sodler instaure un système de gouvernance sophistiqué avec une administration centralisée, une hiérarchie sociale bien définie et un code de loi strict. Le souverain, appelé Sodler, était considéré comme un chef divin, descendant des dieux ou choisi par eux, intermédiaire entre le monde des esprits et celui des hommes. Il était investi d'un pouvoir absolu et son autorité était incontestée. Il vivait dans un palais luxueux à Nan Madol, entouré d'une cour de nobles et de prêtres qui l'assistaient dans ses fonctions et exerçaient le pouvoir sur les différentes régions de l'île. La population était divisée en clans et en castes, chacun ayant un rôle et un statut social bien définis. Les nobles, les guerriers, les prêtres, les artisans, les agriculteurs, les pêcheurs. Les mariages entre castes étaient interdits, et chaque groupe social devait respecter des règles et des coutumes spécifiques.
les pratiques religieuses des Sodeleurs étaient polythéistes et animistes. Ils adoraient une multitude de dieux et d'esprits liés à la nature, le ciel, la mer, la terre, les montagnes, les forêts. Ils adoraient également les ancêtres, les fondateurs des clans, les héros du passé et les souverains défunts. Ils vénéraient les forces cosmiques, le soleil, la lune et les étoiles. Nan Madol était un lieu sacré, le cœur spirituel de l'île, où se déroulaient des cérémonies et des rituels importants, offrandes de nourriture, de coquillages et d'objets précieux offerts aux dieux pour obtenir leur faveur. L'histoire de Nan Madol, cependant, ne se résume pas à une simple succession de constructions et d'innovations. Comme toute civilisation, la société de Nan Madol a connu des hauts et des bas, des périodes de prospérité et des moments de crise. Des conflits internes ont éclaté, opposant les différents clans et familles nobles qui se disputaient le pouvoir. Des révoltes populaires ont également eu lieu, lorsque les habitants se sentaient opprimés par les exigences des chefs ou des prêtres. Et la nature elle-même a parfois mis à l'épreuve la résistance de la cité. La tradition orale pohnpeienne a conservé le souvenir de ces épisodes troubles, en les enveloppant d'un halo de mystère et de légende. On raconte des histoires de souverains cruels, de complots, de guerres fratricides et de catastrophes naturelles. L'un des récits les plus célèbres est celui de la femme araignée, une créature monstrueuse qui aurait terrorisé Nan Madol. Ces légendes, bien que fantastiques, reflètent les peurs et les angoisses d'une société confrontée à des difficultés et à des menaces inconnues. Au XVIe siècle, la dynastie Sodeleur est au bord de l'effondrement. Les conflits internes se multiplient, l'autorité du souverain est contestée, et le peuple est las des guerres et des privations. C'est dans ce contexte de crise qu'un chef guerrier charismatique nommé Isokelekel, originaire de l'île voisine de Kosrae, entre en scène. Selon la légende, Isokelekel était un homme d'une force et d'une intelligence exceptionnelles, doté de pouvoirs magiques et guidé par les dieux. Il réunit autour de lui des guerriers de différentes îles, forme une armée puissante et débarque à Pohnpei avec la ferme intention de renverser le pouvoir en place. Après une série de batailles sanglantes, Isokelekel remporte la victoire et tue le dernier Sodeleur. La dynastie s'éteint, marquant la fin d'une époque pour Pohnpei. Les raisons de l'abandon de Nan Madol par ses habitants restent obscures et font l'objet de nombreux débats parmi les scientifiques. Plusieurs hypothèses sont avancées, sans qu'aucune ne puisse être confirmée avec certitude. L'épuisement des ressources. La population de Nan Madol ayant augmenté considérablement au cours des siècles, il est possible que les ressources de l'île, notamment en eau douce et en terres cultivables, ne suffisent plus à subvenir aux besoins de tous. La surpêche et la déforestation ont pu également contribuer à la dégradation de l'environnement et à la raréfaction des ressources alimentaires. Les changements climatiques. Des études récentes suggèrent que la région de Pohnpei a connu des périodes de sécheresse prolongées et de cyclones dévastateurs au cours des derniers siècles. Ces événements climatiques auraient pu entraîner des famines, des épidémies et des destructions importantes, poussant les habitants à quitter Nan Madol pour des terres plus clémentes. Les conflits et les instabilités politiques, les guerres et les révoltes qui ont marqué la fin de la dynastie Sodeleur ont pu créer un climat d'insécurité et de violence, incitant les habitants à chercher refuge ailleurs. L'arrivée d'Isokelekel et la chute du pouvoir en place ont pu également entraîner des changements sociaux et politiques profonds, poussant certains groupes à quitter Nan Madol pour préserver leur autonomie et leurs traditions. Les facteurs culturels et religieux. Il est possible que l'abandon de Nan Madol soit lié à des changements dans les croyances et les pratiques religieuses des habitants. La perte de confiance dans les dieux ou dans le pouvoir des prêtres, l'apparition de nouveaux cultes ou de nouvelles idéologies aurait pu conduire à la désacralisation de la cité et à son abandon progressif. Quelle que soit la raison principale, il est probable que l'abandon de Nan Madol soit le résultat d'une combinaison de facteurs,
agissant de manière conjuguée et s'influençant mutuellement. La cité, autrefois symbole de puissance et de prospérité, est progressivement devenue un lieu abandonné, livré aux forces de la nature. Les ruines ont été envahies par la végétation tropicale, les temples se sont effondrés, les canaux se sont ensablés. Nan Madol est devenue une ville fantôme, hantée par les souvenirs d'un passé glorieux et mystérieux. Les mystères de la construction. Un défi à la logique. Nan Madol reste un défi à notre compréhension. Comment une civilisation, sans machines complexes ni animaux de trait, a-t-elle pu ériger une telle cité au milieu de l'océan Pacifique? L'analyse des techniques architecturales révèle un savoir-faire étonnant, témoignant d'une grande ingéniosité et d'une organisation sociale complexe, mais soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les archéologues et les ingénieurs restent perplexes face à l'ampleur de la tâche accomplie par les anciens bâtisseurs et s'interrogent sur les méthodes utilisées pour surmonter les obstacles techniques. Le premier défi était l'approvisionnement en matériaux. Les blocs de basalte prismatique, matériaux de construction principale de Nan Madol, proviennent d'une carrière située à plusieurs kilomètres du site, de l'autre côté de l'île de Pohnpei, dans une zone volcanique accidentée. Comment ces mégalithes, dont certains pèsent jusqu'à 50 tonnes, l'équivalent d'un camion chargé, ont-ils été extraits de la roche-mère, transportés à travers la jungle dense et les marais, puis acheminés sur les îlots artificiels de Nan Madol? Les scientifiques envisagent différentes méthodes. Utilisation de coins en bois gonflés d'eau pour fendre la roche, transport par voie terrestre sur des rondins de bois roulants ou par voie maritime sur des radeaux tirés par des pirogues, déplacement à l'aide de leviers, de cordages, de plans inclinés et de rouleaux. Des expériences ont été menées pour tenter de reproduire ces techniques avec les moyens dont disposaient les anciens Pompéiens, mais les résultats restent mitigés, et aucune méthode ne semble entièrement satisfaisante pour expliquer le transport de milliers de blocs de basalte sur de longues distances. Imaginez des centaines d'hommes travaillant de concert, sous un soleil de plomb, pour déplacer ces blocs gigantesques. Un travail titanesque, demandant une organisation rigoureuse, une connaissance approfondie du terrain, des marées, des courants et des techniques de levage et de transport, et surtout, une détermination sans faille. On peut imaginer les chants rythmés des ouvriers pour synchroniser leurs efforts, les cris des chefs d'équipe donnant les instructions, le grincement des cordages et des rondins de bois, et l'écho des percussions sur la pierre résonnant dans la vallée. L'assemblage des blocs de basalte est tout aussi remarquable. Les pierres sont ajustées les unes aux autres avec une précision millimétrique, formant des murs droits et des angles parfaits, sans mortier ni liant. Certains murs atteignent 10 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages, et plusieurs mètres d'épaisseur, formant de véritables fortifications imprenables. Les constructions de Nan Madol ont résisté aux intempéries, aux tremblements de terre et aux cyclones pendant des siècles, témoignant d'une maîtrise exceptionnelle de l'équilibre, de la statique et des propriétés des matériaux. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu réaliser de telles prouesses architecturales sans instruments de mesure précis, comme des niveaux à bulles ou des équerres, ni outils métalliques pour tailler et ajuster les pierres? Les archéologues pensent qu'ils utilisaient des outils en pierre dure, en bois et en os, ainsi que des techniques d'observation des étoiles et du soleil pour l'orientation des constructions. Mais le mystère reste entier quant à la précision et la solidité de l'assemblage des mégalithes. Face à ces énigmes techniques, les légendes locales offrent des explications alternatives, faisant intervenir des forces surnaturelles et des pouvoirs magiques. Selon la tradition orale pohnpeienne, Nan Madol aurait été construite par des sorciers puissants, capables de commander aux éléments et de faire léviter les pierres. On raconte que les mégalithes auraient été transportés par les airs grâce à des incantations magiques, ou que la cité aurait été érigée en une seule nuit par des esprits invisibles. Ces récits, transmis de génération en génération, témoignent de l'admiration et de l'émerveillement que suscitait Nan Madol chez les anciens habitants de Pohnpei,
qui attribuait sa construction à des forces dépassant l'entendement humain. Si les scientifiques ne peuvent pas prendre ces légendes au pied de la lettre, ils reconnaissent que la construction de Nan Madol reste un exploit remarquable, qui défie les explications rationnelles. Comment expliquer l'ampleur des travaux, la précision des techniques architecturales, la complexité de l'organisation sociale nécessaire à la réalisation d'un tel projet, avec les connaissances et les moyens dont disposaient les anciens Pohnpeians? Les scientifiques s'interrogent sur les facteurs qui ont pu favoriser l'émergence d'une civilisation aussi avancée sur une île isolée du Pacifique. Influence d'autres cultures, développement de techniques propres à la région, rôle des chefs religieux et politiques dans la mobilisation de la main-d'œuvre. Autant de questions qui restent ouvertes et qui font de Nan Madol un site archéologique unique au monde, témoin d'une histoire humaine riche en mystères et en surprises.